Alors, vous allez me demander, première question déjà, pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de chimie? Eh bien, parce que la chimie, finalement, c'est une science qui est absolument importante et capitale pour nos écosystèmes. Parce que, tout simplement, la chimie, c'est l'étude de, finalement, des molécules qui constituent notre monde, savoir c'est quoi les équilibres qu'il y a entre les différents éléments, le devenir d'éléments, comment est-ce que deux atomes vont pouvoir se combiner pour former une molécule, quelle va être la dynamique de cette molécule, comment est-ce qu'elle va interagir avec d'autres molécules par exemple, et le lien avec toutes les composantes de l'écosystème, que ce soit en termes d'énergie et en termes par exemple biologiques, puisque la chimie c'est un peu la base de la biologie. Donc en termes de science, c'est quand même une science assez importante la chimie. Donc on a commencé à s'intéresser un petit peu, quelle était la structure de notre écosystème, avec une petite réflexion sur les vents et les courants. Donc on va appeler ça un petit peu une discussion sur la distribution de l'énergie dans nos écosystèmes. La dernière fois, nous avions parlé géologie, donc la structure physique finalement de notre écosystème. En quoi est-ce qu'il y avait des îles, comment est-ce qu'elles ont été créées, comment est-ce qu'elles ont pu être justement modifiées avec le temps. Donc toutes des informations sur la formation et la création de nos îles. Sauf que là, donc on a parlé énergie, tout ça, mais c'est assez important de s'intéresser aux atomes qui constituent justement ces écosystèmes et comment est-ce que tout ça va s'empiler ensemble. Donc on va parler un petit peu chimie. Alors malheureusement, déjà je dois vous dire une chose, c'est que dans Sea of Thieves, on ne va pas avoir la possibilité de voir beaucoup de choses. La principale raison étant que les chimistes ils regardent des choses qui sont microscopiques, voire nanoscopiques, voire vraiment toutes petites. Donc c'est pas vraiment le point de Sea of Thieves, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre sur une petite île qui s'appelle Mermaid's Hideaway, et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce que finalement c'est une île avec un lagon. Donc vous allez comprendre que du coup il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant au niveau de la caractéristique de l'eau, n'est-ce pas? Parce que finalement, vous êtes sur un bateau ici, vous êtes en train de naviguer sur l'eau. Bon, c'est très bien, on a vu comment est-ce que les vagues se faisaient, on a vu comment le vent se formait, donc c'est bien gentil. Et il y a des belles algues, oui, il y a de très très belles algues, et sachez qu'on y retournera pour un live futur sur la biologie, bien sûr. Mais vous êtes en train de naviguer sur l'eau. Alors l'eau c'est très très bien, mais hein, on va aller s'intéresser à qu'est-ce que c'est que ça. Et là cette fois-ci, on a Chesh qui est là, qui est chimiste, et qui va venir nous parler un petit peu de choses, et qui va réagir sur ce que je vais dire, et ça c'est trop bien. Est-ce que sur l'île où je veux aller, il n'y aurait pas un event relou là? Oh vas-y. Bon bah on va aller ici plutôt. On va aller ici. Donc on va rester... Regardez tiens. Ah bah voilà, ça c'est parfait. Regarde ça, il y a une petite cascade. On va se remettre un petit peu dans le contexte. Rappelez-vous où se trouve Sea of Thieves. Proche de la Isla Mosquito. Et il se trouve que la Isla Mosquito se trouve ici, sur les îles Vierges britanniques. Donc Sea of Thieves se trouverait dans cette région-là. Donc gardez bien en tête qu'a priori on est dans des conditions qui sont au niveau de la République dominicaine, donc au nord des Caraïbes, en dessous de la mer des Bermudes, ou la partie sud de la mer des Bermudes. Bon. Donc sur cette partie-là, on peut s'imaginer que donc Sea of Thieves a les caractéristiques des masses d'eau qui se trouvent ici. Jusque-là, c'est le postulat que nous avons utilisé depuis le début des expéditions d'Ernest. Avant toute chose, on parle de chimie de l'eau. Donc qu'est-ce que c'est que l'eau? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'eau? À part ce qu'on boit. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Eh bien, vous allez me dire que l'eau, c'est un liquide. Alors, certes, mais on va pas aller aussi loin que ça, parce que là, on parle pas de la phase. Donc, le liquide, solide, tout ça, c'est vraiment une phase. Comme dit Chesh, c'est une molécule chimique. L'eau, c'est H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et vous la représentez souvent de cette façon-là, c'est-à-dire une petite boule rouge pour un atome d'oxygène et une petite boule blanche pour un atome d'hydrogène. C'est vrai que ça fait des belles décos de Noël. J'aime bien. Donc revenons à nos moutons. Vous avez ici la petite molécule d'eau qui est justement une molécule, donc une composition d'atomes. Vous avez ici des liens entre atomes, ce qui veut dire que ces atomes sont liés de façon covalente, c'est-à-dire qu'ils sont reliés avec des liaisons chimiques importantes. Vous avez ici votre petite molécule, sauf qu'il n'y a pas qu'une seule molécule dans l'eau. Il y en a beaucoup, mais genre des millions, des milliards, des trillions de trilliards de... Il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que tout ce joyeux bazar forme justement une substance, vraiment un ensemble de molécules qui vont avoir justement des interactions les unes avec les autres. Parce que, vous voyez ici, vous avez des petits points, ici.
c'est que plusieurs molécules peuvent avoir des liens entre elles. Et ça, c'est assez important pour la suite, parce que l'eau n'est pas un liquide comme les autres, c'est pas un enchaînement de molécules. Et comme tu dis, Chèche, effectivement ça, il y a des liens entre les molécules parce que ce ne sont pas des molécules qui sont inertes. Ces petits points blancs que vous voyez, ce sont des atomes d'hydrogène. Les atomes d'oxygène s'échangent d'hydrogène. Ouais, alors là, c'est un petit peu... on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on voudrait, mais oui, effectivement, qu'en fait, quand vous avez votre milieu comme ça reste jamais stable dans le sens où l'intensité des liaisons les unes avec les autres fait en sorte que les atomes peuvent s'échanger des atomes entre eux. Donc une molécule va venir justement faire des jumps avec plusieurs atomes. C'est un milieu qui est très dynamique. Et dynamique à l'échelle quand même pas humaine, c'est-à-dire que c'est vraiment une échelle de microsecondes, qui a des dizaines et des dizaines et des dizaines de réorganisations. Ce qu'il faut garder de ça, c'est que l'eau est un milieu qui est dynamique, parce que les atomes de l'eau, rien que de l'eau eux-mêmes, sont dynamiques. Il y a des interactions entre les molécules. Et une chose aussi importante, c'est que vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est que la molécule que vous avez ici n'est pas chargée de la même façon, au même endroit de la molécule. C'est-à-dire que vous allez avoir un dipôle, donc c'est-à-dire un ensemble avec un pôle plus et un pôle moins, pôle plus avec un déficit d'électrons et un pôle moins avec un surplus d'électrons. Et ça va faire comme un aimant, finalement, comme un aimant. Un aimant va être attiré vers un autre aimant avec le pôle opposé. Si vous avez un pôle plus ici, il va venir attirer un pôle moins, comme ça, pour se neutraliser. Bon. Évidemment, je schématise. Ce qui veut dire que si vous vous mettez dans un milieu avec plein de molécules qui sont elles-mêmes des mini-aimants, bah vous doutez bien qu'il va y avoir des interactions entre ces molécules. Et notamment sur les pôles hydrogène qui sont chargés positivement et l'atome d'oxygène qui est chargé négativement, sachant que, attention, je dis rien que chargé négativement, c'est pas tout à fait correct parce qu'on est dans une molécule. Disons qu'il y a un excès de charge négative à ce moment-là, versus pour les atomes d'hydrogène, il y a un déficit de charge négative. Charge négative étant des électrons. Donc, ce qui veut dire que si vous avez deux molécules qui sont en face, eh bien, il y en a une qui va aller attirer l'autre du pôle plus vers le pôle moins. Mais si vous mettez ça à l'échelle de tout un million de milliards de molécules, eh bien, vous avez un joyeux bazar. Ce qui veut dire que l'eau est un milieu qui est dynamique et qui est aussi polaire. Polaire, c'est le mot qui désigne le fait que des molécules ont des pôles et vont avoir justement des interactions ioniques entre elles. C'est-à-dire qu'il va y avoir un déficit ou un excès de charge d'électrons qui vont justement avoir un impact crucial sur les interactions avec les autres éléments. Jusque-là, Chèche, dis-moi si tu es en accord avec ce que je viens de dire. Parce qu'évidemment, je schématise. Totalement, let's go. Vous avez donc un ensemble de molécules qui va avoir justement des pôles plus et moins. Et on appelle ce genre de choses-là un solvant, c'est-à-dire qu'il va avoir la possibilité de dissoudre des éléments ioniques. Je reviens un petit peu en arrière. Dissoudre, ça veut dire que vous avez un solide qui va venir se dissocier pour être justement mis dans le réseau des molécules d'eau de façon plus ou moins homogène. Imaginez un bloc de sucre que vous mettez dans l'eau, vous allez voir qu'il va petit à petit se dissoudre justement, se perdre sa structure, et le sucre va venir se mettre justement dans le réseau des molécules d'eau pour faire de l'eau sucrée. Bah, c'est exactement la même chose, c'est ça qu'on appelle un solvant, c'est quelque chose qui va venir dissoudre un certain type de solide ou d'éléments, sachant que si vous êtes un solvant pour quelque chose, vous n'êtes pas forcément un solvant pour autre chose. Par exemple, de l'eau ne peut pas vraiment dissoudre, je sais pas moi, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, mais qu'est-ce que ça peut... Mettons par exemple du diamant, bah, l'eau va avoir du mal à dissoudre du diamant. Parce que les forces justement qui sont impliquées par les liaisons hydrogènes, par toutes les molécules d'eau les unes par rapport aux autres, ne vont pas être assez fortes pour casser les liaisons de votre élément, comme le diamant, et venir justement le mettre en solution, donc c'est-à-dire un peu partout dans l'eau. C'est ce qu'on appelle un soluté, effectivement. Vous avez le solvant, qui est le liquide qui va venir justement dissocier, le soluté, qui est le petit bloc de sucre, par exemple, dans ce cas-là. Donc, mettons par exemple que vous êtes dans l'eau. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil, mon petit Gouel, mais l'eau, c'est grand, c'est vaste. Et est-ce qu'il n'y a pas différents types d'eau? Est-ce qu'on parle d'eau, c'est pas un peu un abus de langage? Bah, finalement, oui, parce que ce qu'on appelle l'eau, finalement, c'est la molécule d'eau, c'est l'H2O, mais par accoutumance et par facilitation, on va dire, pour le langage, on va dire, classique,
on parle d'eau, en fait, un mélange. Parce qu'il n'y a pas que des molécules d'eau dans ce qu'on appelle de l'eau. Dans ce que je viens de boire là actuellement, il n'y a pas que de l'eau. Il y a des molécules d'eau, mais il y a aussi des éléments qui sont dissous avec l'eau, notamment des ions. Par exemple, je vais prendre un petit exemple ici. Hop. Vous avez donc les molécules d'eau ici, qui sont représentées en jaune et en orange. Vous avez là, avec l'excès de charge moins qui est basé sur l'oxygène, et l'excès de charge plus qui sont sur les hydrogènes. Les sels minéraux exactement, Doc. Ce qui veut dire que si vous avez des mini-atomes, mettons par exemple que vous mettez un bloc de sel, un petit grain de sel. Le sel de table, en général, alors je dis pas que c'est toujours ça, mais en général, c'est du chlorure de sodium, pardon, des ions Cl-, des ions chlorure, et des ions sodium Na+. Quand on parle d'ions, ce sont des atomes qui ont un déficit ou un excès d'électrons. Jusque-là, ça devrait vous rappeler des choses aussi dans vos cours de chimie d'avant. Normalement, les ions, vous devriez vous rappeler que ce sont des molécules chargées. KCl aussi, effectivement, chlorure de potassium par certaines fois. Effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, vous avez un ensemble qui est chargé avec donc des molécules plus, donc des molécules qui sont avec une charge seulement, et des molécules moins qui sont avec une charge moins. Donc comme ce sont des charges opposées, elles forment un tout qui est cohérent. Elles forment un réseau entre elles. Sauf que si vous mettez ça dans l'eau, et vous avez justement ces différentes molécules-là, eh bien forcément elles vont venir casser votre structure qui était basée juste sur des liens plus et moins. Voyez-vous? Donc avec l'ensemble des molécules d'eau, il va y avoir justement une brisure de la structure de votre réseau, de NaCl, pour former justement une dissolution des ions. Donc ils vont se dissocier les uns des autres pour aller être entourés. Par exemple, vous avez des ions chlorure qui vont être entourés de molécules d'eau avec leur face plus, parce que moins et plus s'attirent. Et vous avez des ions sodium, Na+, qui vont être eux entourés de charges négatives, parce que plus et moins s'attirent. Ce qui fait que vous avez finalement dans votre milieu tout un joyeux bazar de plein de ce qu'on appelle des sels minéraux, donc tout un tas d'atomes qui viennent complémenter justement l'eau. Et même dans l'eau douce, donc ce qu'on appelle l'eau douce, c'est ce qu'on est en train de boire pour pas mourir, évidemment, même dans l'eau douce, vous n'avez pas que de l'eau, vous avez plein de sels minéraux comme du potassium, comme du fluorure, de l'iode, plein de choses là-dedans. Sauf que nous, vous vous rappelez où c'est que je vous ai dit qu'on était? On est dans les Caraïbes. On est au nord des Caraïbes, entre les Caraïbes et la mer des Sargasses. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? On est dans un océan. On n'est pas en eau douce. On est dans l'eau marine. Et les eaux marines sont des eaux qui sont salées. Elles ont une salinité particulière. Et on va revenir un petit peu sur ce mot salinité juste après. Parce qu'en fait, si vous regardez l'eau douce, il va surtout y avoir des molécules d'eau et un certain nombre de sels minéraux, mais en petite quantité. Il se trouve que les eaux marines, elles, ont une composition complètement différente. Mais complètement différente de l'eau douce. Donc il va y avoir, si vous prenez par exemple 1 kg d'eau, prenez par exemple un bucket, vous avez votre bucket dans SOT. Regardez, je vais même vous montrer ça dans le jeu. Voilà. On va revenir ici. Vous allez ici, voilà. Toc. Vous prenez un bucket. Vous prenez de l'eau. Vous revenez ici. Voilà. Et là, vous imaginez que dans ce bucket, il y a à peu près 1 kg d'eau. Ok? Hop, vous le mettez sur la gueule et vous êtes content. Voilà, ça c'est bon. Donc, si on revient sur notre petite histoire, sur votre kilo d'eau, vous avez à peu près un peu plus de 960 grammes d'eau pure, donc des molécules d'eau, H2O. Voilà. Et tout le reste est composé, c'est-à-dire à peu près 33,8 grammes dans votre kilo. Tout le reste, ce sont des atomes qui sont dissous dans l'eau, qui sont en solution, qu'on appelle. Ils sont plus ou moins homogènes, hein, mais pour l'exercice, on va dire qu'ils le sont. Hein. Ils sont répartis de façon homogène. Donc si vous regardez, vous avez majoritairement des ions chlorure, ici. Vous avez des ions sodium, et à eux deux, ils représentent, si j'ai bien... Non, j'ai pas. Vous avez 0,03% qui sont justement des ions NaCl. Et tout le reste, c'est des ions qui sont magnésium, sulfure, calcium, potassium, et ce qu'on appelle des ingrédients mineurs, des éléments mineurs, qui sont le brome, le carbone, le strontium, le bore, le silicone, le fluor, le lithium, le barium, le rubidium, le phosphore, l'iode, le molybdium et plein d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe dans le chat?
Et que fait une molécule qui va très vite? J'adore cette blague. Si on revient un petit peu à nos moutons, vous avez donc la majorité des ions qui sont des ions Na et Cl. Pour ça qu'on dit en général que le chlorure de sodium, c'est le sel qui fait justement le goût salé dans l'océan. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, si vous regardez ça, il y a quand même tout un tas d'ions en plus qui viennent justement se coupler au mélange. Et on dit en général que les 6 ions principaux, qui sont le chlore, le sodium, le magnésium, le sulfure, le calcium et le potassium, sont des éléments majeurs de l'eau, justement, et constituants majeurs minéraux de l'eau, qui sont en opposition avec les mineurs, qui eux ont vraiment un très petite concentration dans l'eau. Mais d'où viennent toutes ces molécules, tous ces éléments, tous ces atomes, d'où ils viennent? Eh bien ça, on va en parler un petit peu après. Donc si vous avez ici votre bucket, vous avez tout un tableau ici qui vous montre un petit peu l'abondance des éléments que vous avez dans votre bucket. Parce qu'il y a effectivement des molécules d'eau, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et c'est quand même un mélange assez spécial. Donc ils ont des origines assez différentes, bien sûr, mais tout ça, l'ensemble de ces ions, donc je parle des ions minéraux hors H2O, justement, donc le Na+, le Cl-, etc. Tout ça, ce sont des ions qui forment des sels minéraux, et c'est pour ça qu'on appelle la salinité. La salinité, c'est la concentration de tous les éléments qui sont en concentration, comment je vais dire ça, qui sont en solution dans l'eau, donc à travers le réseau des molécules d'eau. Juste pour savoir, avec ce qui se raconte ces derniers temps, le mercure, il est où? Le mercure, alors, il fait partie, je pense, de certains des éléments mineurs. Il peut y avoir des traces de mercure, et c'est des choses qui sont en infime portion à l'échelle globale, parce que tout ce que je vous donne là, ce sont des ratios moyens qui ont été calculés à l'ensemble de la planète. En général, on considère que ce sont des ratios qui sont conservatifs. Pourquoi est-ce qu'on dit conservatif? C'est parce que ce sont des ratios qui restent à peu près les mêmes, peu importe l'endroit où vous êtes justement dans le truc. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. Et notamment, si vous êtes dans un milieu où il y a eu un rejet, par exemple, de mercure, donc en contaminant, eh bien là, effectivement, il va y avoir plus de mercure à un endroit. Sauf que ce mercure va être dissous pour atteindre un équilibre, justement, et se retrouver dans le temps, s'il n'y a pas de nouveau mercure qui est ajouté, en élément trace infime. Voilà. D'ailleurs, chaque ion peut se doser, mais de manière différente, tout à fait. Alors que dans le Gange, il n'y a pas du tout les mêmes ratios. Oui, certes. Alors, certes, tout à fait. Mais on va partir que là, on parle d'un point de vue où on n'est pas perturbé et on est d'un point de vue moyen. Gardez ça en tête, on est vraiment sur un point de vue moyen. Donc tout ce que je vous montre ici, toutes ces concentrations, vous avez ici l'abondance dans la croûte. Et la croûte, ça parle de la croûte terrestre. La croûte terrestre. Et ça, c'est important parce que, évidemment, l'océan, c'est un milieu qui est liquide et qui est en contact direct avec la croûte céleste. La croûte continentale et la croûte océanique, donc la croûte terrestre. Donc du coup, il va y avoir des échanges entre ces deux milieux, c'est obligé. Donc le pourcentage des éléments que vous allez trouver dans la croûte va avoir un intérêt, parce que plus ce pourcentage va être élevé, forcément, plus il va y avoir possibilité que cet ion se retrouve dans l'eau. Pas toujours le cas, par exemple, dans le cas de la chlorure, eh bien, le chlorure va avoir une concentration très faible dans la croûte, ce qui veut dire que la provenance des ions chlorure vient d'un autre endroit que la croûte, d'autres processus. On ne va pas aller aussi loin, bien sûr, dans cet exercice, mais sachez en tout cas que chaque compartiment a des interactions les uns entre les autres, et que l'eau va être complètement influencée par les milieux sur lesquels se trouve l'eau. Si on revient sur ce graphe, vous voyez qu'effectivement, le mélange qu'on appelle l'eau de mer a donc à la fois une composante d'eau et une composante d'ions. Et ça, c'est assez important parce que les ions, si vous prenez seulement cette partie des ions ici, eh bien, on va considérer que ça, c'est ce qui fait la structure et la composante de la salinité. Salinité, donc, c'est la concentration en sel dans un liquide. Dans un liquide en général, parce qu'un liquide, c'est là où vous pouvez trouver en dilution des ions au sein du liquide. Mettons par exemple que vous avez de l'eau, et vous allez avoir des ions entre les molécules d'eau, donc ils sont sous forme dissoute, et la concentration de ces ions, au total, forme la salinité. Sauf que la salinité, c'est bien gentil, sauf qu'elle n'est pas identique partout, et ça va être effectivement relié au milieu où se trouvent justement ces ions. C'est pas clair, mais vous allez voir, je vais vous mettre une petite carte. Tout d'abord, une chose qui est très importante, c'est que la salinité, ce qu'on appelle la salinité, donc la concentration totale
en sels minéraux, c'est une unité qui est exprimée en grammes de sel par kilogramme d'eau. Ok? Donc grammes de sel par kilogramme d'eau. Ce qui veut dire que si vous regardez ici, ce que vous avez ce schéma-là, vous avez 1 kg d'eau, vous avez 1 kg d'eau de mer, vous avez 966 grammes d'eau et 33,8 grammes de sel totaux. Ce qui veut dire que la salinité devrait être de combien? La réponse est plus haut. Tout à fait. La réponse est complètement plus haut. Elle est ici. Alors ceci, vous comptez au total. Exactement, Émerion. Exactement, la salinité de ce mélange est de 33,8 parce que vous avez 33,8 grammes de sel totaux rendus sur tout le kilogramme d'eau dans lequel se trouve ce mélange. Donc, une salinité de 33,8. Ça, ce que vous avez ici, c'est une eau de mer classique. Une eau de mer, donc, d'un point de vue, si vous prenez à l'ensemble de la planète toute l'eau de mer qui est disponible et que vous regardez d'un point de vue moyen des concentrations en ions dans l'eau de mer, vous avez ici la valeur moyenne de la salinité à l'échelle de la Terre. Sauf que, comme je vous ai dit plus tôt, la salinité va avoir des variations. C'est-à-dire que ce n'est pas le ratio entre les ions va rester le même. C'est-à-dire que si vous regardez 19,4 et 10,78, on a un ratio d'à peu près 10 grammes de sodium pour à peu près 19 grammes de chlore. Eh bien, ce ratio-là va rester le même partout. C'est juste que la concentration totale de sel, donc le 33,8, va lui être modifiée. Donc en termes de pourcentage, on va y avoir ici le même nombre, le pourcentage va rester le même dans le mélange, c'est juste la quantité du mélange qui ne sera pas le même. Donc si vous regardez à l'échelle de la planète, voici un petit peu ce qu'on peut trouver. Vous avez ici un diagramme, je vais vous aider dans l'interprétation de ce diagramme évidemment. Vous avez ici un diagramme qui représente en abscisse, donc l'axe qui est horizontal, la valeur de la salinité, qui est exprimée en PSU. PSU, ça veut dire Practical Salinity Unit, donc des unités pratiques de salinité. Et pour faire simple, on va dire que 1 PSU égale à peu près 1 gramme par kilogramme. C'est pas tout à fait vrai, parce que comment est-ce qu'on calcule la salinité? Eh bien tout simplement, on va s'intéresser au potentiel électrique de l'eau, à la conductivité, puisque comme on est avec des ions, ils vont conduire l'électricité. Donc la capacité de conduire de l'électricité va être reliée au nombre d'ions qu'il y a dans le liquide. Donc plus la conductivité est élevée, plus la salinité va être élevée. Donc avec cette relation, on est capable de déterminer quelle est la salinité d'un mélange. Et avec cette méthode, on calcule des ratios entre les différents éléments. Donc on n'a plus vraiment de grammes par kilogramme, on parle par PSU. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais dans le cas de l'exercice, on va rester avec 1 PSU égale 1 gramme par kilogramme. Et je rappelle que ce n'est pas tout à fait ça. Je ne fais que simplifier. Et pourquoi ça reste le même? C'est très très intéressant. Pourquoi est-ce que ça reste le même? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu des équilibres chimiques qui se sont formés dans le mélange. C'est-à-dire que vous allez avoir justement des interactions entre ces différents éléments, et certains éléments vont être plus positifs que d'autres, par exemple. Ils vont être plus gros que d'autres. Il va y avoir tout un cas justement de physique dans la chimie, de l'atomistique, ce qu'on appelle donc les relations entre les atomes, ce qui fait qu'à un moment on va atteindre sur un équilibre. Il va y avoir un équilibrage des forces, il va y avoir un équilibrage de tout un tas de choses qui font que votre mélange final va montrer justement en quoi est-ce que chaque molécule peut interagir avec l'autre. Donc de façon plus simple, ça veut dire que si il y a un ratio de 10 sur 19, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est parce que les conditions chimiques autour de ces atomes demandent justement cet équilibre-là. C'est juste un équilibre de la nature qui s'est trouvé justement avec ça. Donc, il peut y avoir ces mêmes concentrations partout, mais la quantité complète du sel va, elle, être modifiée. Ce qui veut dire qu'en général, nous avons une eau douce, dans ce qu'on est en train de boire là, la salinité est à peu près à 0. Parce que, en termes de sel, il y en a très peu dans l'eau douce. C'est pour ça que si vous faites évaporer de l'eau douce avec de la chaleur, il ne va pas rester grand-chose. Toute l'eau va être évaporée justement sous forme de vapeur. C'est pour ça que vous n'avez pas de quoi que ce soit.
Tandis que si vous faites évaporer de l'eau de mer, bah là ça va pas être la même tisane. Parce que vous allez avoir justement les sels qui vont venir se mettre au fond, parce que l'eau étant partie, ils vont venir se regrouper ensemble et reformer un solide. J'espère que je vous ai pas perdu pour l'instant, hein, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, si vous n'avez pas compris une chose que je vous ai dit, parce que c'est possible que ce soit pas tout à fait clair. Donc vous avez ici un diagramme température-salinité, comme je vous disais, et vous avez donc dans l'eau douce, c'est pour ça qu'on appelle l'eau douce, une salinité de à peu près 0. Tandis que l'eau de mer, comme on a vu un peu plus tôt, on avait à peu près 33,8. Si vous regardez ici, l'eau en général, l'eau de mer a une variabilité de sa salinité entre 33 et 37, à peu près. Et si vous êtes dans un milieu estuarien, donc par exemple à l'arrivée d'une rivière dans l'eau de mer, bah forcément vous allez avoir une variabilité. Ça va être à 15, 16, entre les deux. Donc vous avez la salinité ici, et la température en ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical, en degrés. Ce que vous avez d'intéressant ici en bleu, c'est l'échelle de variabilité que vous pouvez trouver à l'échelle de la planète, justement de l'eau. Donc 99% de l'eau océanique, de l'eau de mer, se trouve dans ce blob bleu. Ce qui veut dire que vous avez des eaux qui peuvent être trouvées à 3 degrés, mettons, avec une salinité de 33, ici, voilà. Mais vous pouvez aussi trouver de l'eau qui est avec une salinité de 34, qui est à 30 degrés. Par exemple, dans les Caraïbes. Par exemple. Donc ça vous montre un petit peu l'étendue de la variabilité. Ici, il y a en bleu la zone à partir de laquelle l'eau change de phase, c'est-à-dire passe de l'eau liquide à l'eau solide, donc la glace. Et vous voyez que plus la salinité est élevée, et bien moins le mélange va, moins la glace va se former à une température élevée. Je m'explique. Normalement, avec de l'eau douce, l'eau gèle à 0 degré. On est d'accord. Parce que là, vous regardez à 38, ici, eh bien l'eau gèle à moins 2, à peu près. Elle gèle à peu près à moins 2. Donc pour faire geler de l'eau marine, il faut que l'eau soit encore plus en dessous que 0. Ce qui n'est pas très intuitif. Parce que nous, on a toujours appris que l'eau gelait à 0. L'eau, certes, mais pas l'eau de mer, parce que les sels vont venir justement modifier la structure de notre eau et empêcher la formation de la glace. Ce qui fait que la glace va se former quand il y aura encore moins d'énergie dans le milieu, donc quand la température sera encore plus basse, en dessous de 0. C'est pour ça que vous avez cette ligne bleue ici. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à l'échelle de la planète, 75% du volume total de l'océan a une température entre 0 et 5 et une salinité entre 34 et 35. C'est-à-dire quand même l'extrême majorité de l'eau à la surface de la planète se trouve dans cette petite boîte. Ce qui vous montre qu'il y a quand même beaucoup de variabilité, mais à l'échelle de la planète, c'est quand même quelque chose qui est assez constant. Pourquoi ? Bah, tout simplement avec les eaux profondes. Mais ça, on y reviendra après. Et oui, il est cool ce graphe. C'est un livre d'introduction à l'océanographie que j'avais utilisé pour un de mes cours. Justement, je donnerai les références bien sûr plus tard. Mais Introduction to Oceanography par Douglas Segor. Donc gardez en tête ce petit graphe en disant qu'il y a quand même de la variabilité. Et en parlant de variabilité, si on s'intéresse au niveau de toute la Terre, eh bien vous regardez ici la surface, la salinité qu'il y a à la surface de l'eau. Donc je ne parle pas de la salinité profonde. Je parle ici de la salinité qu'il y a vraiment sur les quelques premiers mètres de la surface de l'eau. Donc, vous vous souvenez où c'est qu'on était dans Sea of Seas ? On est dans cette région-là. Vous voyez ? À peu près ici. Donc si on zoome, ici, eh bien ça veut dire qu'on est avec une salinité qui est à peu près dans les niveaux jaune-orangé, donc de 36-37. Donc mettons qu'on est à 36,5. Donc on est vraiment dans une zone qui est, en théorie, très salée. Ça c'est quand même assez important à savoir, parce que la région qui est la plus salée à l'échelle de la planète, c'est bien sûr la mer Noire et la mer Méditerranée. Ils sont à 38, voire même 39. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup parce que, dans ces endroits-là, ce sont des bassins qui sont relativement fermés, donc pas beaucoup d'échanges avec le reste de l'océan. C'est un endroit aussi où il fait très chaud. Et s'il fait très chaud, bah, ça veut dire qu'il va y avoir de l'évaporation, donc concentration des sels, parce que les sels ne s'évaporent pas. Et d'ailleurs, chose qui n'est pas du tout pertinente pour l'exercice, mais que je vous dis quand même parce que je la trouve trop le fun, c'est que quand il y a formation de glace, mettons vous êtes par exemple au Québec, vous êtes à cette île, vous êtes ici, là, ici, c'est de l'eau qui est salée. C'est de l'eau salée, regardez, là ici on est dans l'orange,
dans le violet, pardon, on est à peu près à 32. Ce qui veut dire que c'est de l'eau salée. Mais si vous êtes en hiver et qu'il y a formation de banquise, si vous goûtez la glace, eh bien elle ne sera pas salée. Et ça c'est vraiment intéressant, elle ne sera pas salée. Il y aura un petit peu de sel, évidemment. Mais de façon globale, elle ne sera pas salée parce que lorsque l'eau se congèle à 0, ou à peu près à -2, comme je vous ai montré, elle extrait les ions, eux, sont chassés du réseau qui est en train de se former avec la glace. C'est comme si les ions qui étaient en dissolution étaient expulsés de la glace parce que les molécules d'eau se regroupent plus proches d'elle et font comme si ça expulsait du réseau les ions qui ne sont pas justement des molécules d'eau. Donc elle ne sera pas salée et l'eau qui est en dessous sera plus salée parce que le sel se sera concentré. Ben, c'est à peu près la même chose dans la mer Méditerranée. Vous avez de l'eau qui vient justement être transformée sous forme de vapeur avec la chaleur. La vapeur ne sera pas salée parce que les ions sont restés justement dans le milieu. Et du coup, la salinité d'une eau varie. Elle varie. C'est ce que je vous ai montré. La salinité, là, sur cette carte, elle varie beaucoup. Mais les ratios entre les différents éléments, eux, ne varient pas. Ce sont des ratios qui sont conservatifs. Donc le pourcentage d'ion chlorure que vous allez avoir ici, dans cette région-là, va être le même que dans cette région-là, par exemple. C'est juste la quantité totale de sel qui va être changée. On a des cartes sur les saisons, évidemment qu'il y a des cartes sur les saisons, mais je ne pourrais pas vous les montrer là, parce que il y a beaucoup de données. Mais sachez que oui, il y a des cartes qui sont faites sur l'échelle de toute une saison, sur l'échelle d'une année, sur une échelle de 10 ans, parce que ce sont des choses qui varient beaucoup. Mais c'est la concentration totale qui varie, et non pas seulement les ratios entre eux. Donc c'est pour ça, avant d'aller plus loin, je vais aller faire une petite virée sur CO6 pour vous montrer un truc. Donc vous êtes d'accord que ici, du coup, là on est dans l'eau salée. On est de l'eau qui est quand même relativement salée, parce que vous avez pu voir qu'on est à peu près à 36,5 de salinité, ce qui veut dire que, grosso modo, il y a 36,5 grammes de sel pour 1 kg d'eau. Donc dans mon bucket, si on considère que mon bucket c'est 1 kg d'eau, ben si je fais ça, je me mets à peu près 33,6 grammes de sel dans la gueule. Et justement, on parle de l'eau, mais regardez, ici je suis dans le milieu marin, et ici je suis dans le milieu terrestre. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une continuité entre les deux, en tout cas une zone que vous avez ici qui est la zone de convergence, une zone de transition. Eh bien, forcément, il va y avoir des choses qui se passent ici, vous êtes bien d'accord. Vous allez avoir des éléments de l'eau qui viennent sur le milieu terrestre, des éléments du milieu terrestre qui viennent dans le milieu océanique. Ce qui veut dire qu'il y a des échanges entre les différents systèmes, et ça, c'est hyper important. Parce que vous regardez ici, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une rivière. Et à votre avis, cette rivière-là, allez, c'est quoi comme eau? C'est de l'eau douce? C'est de l'eau salée? En théorie, c'est de l'eau douce, tout à fait. C'est effectivement de l'eau douce parce que si on va voir un peu plus en amont, regardez, il y a une jolie source. C'est de l'eau souterraine qui vient justement à la surface pour ensuite être déversée dans l'océan. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, on va aller justement en parler un petit peu après, bien sûr. Mais du coup, on est d'accord que là, on a de l'eau douce, qui est donc avec une salinité de 0, en théorie, qui va venir se mettre là-dedans, dans l'eau de mer. Ce qui veut dire que là où je suis, à votre avis, à combien je suis de salinité? À peu près. Mettons, si je me mets ici, là, à votre avis, je suis à combien? La moitié. Alors pas tout à fait la moitié, mais oui, on est plus au niveau de 10. Parce que vous avez ici une eau à 0 qui vient dans une eau à 36,5. Et je parle pas en degrés, je parle en salinité. Ce qui veut dire que plus on va s'éloigner de la source, plus la salinité va augmenter. Et plus on s'en rapproche, moins il y aura de salinité parce que l'eau douce, vient justement diminuer la concentration totale de sel et apporter de l'eau. Exactement. Ce qui veut dire que mettons que là je suis ici, je suis plus loin, ben là on va retourner vers 20, puis 25, puis 30, et pour revenir à 36,5, parce que justement l'eau douce qui est ajoutée dans le milieu va venir diluer la concentration en sel. Par exemple, si j'avais pris ici de l'eau, que je mettais un grain de sel dedans, vous êtes d'accord que j'aurai de l'eau salée. Jusque-là, on est d'accord. Mais mettons par exemple que je prends de l'eau, que j'en verse un petit peu dans un autre verre qui est vide, et que je rajoute de l'eau douce. Eh bien, on est d'accord que ce que j'aurai dans ce verre-là
goûtera moins salé que ce que j'ai dans ce verre-là. Parce que justement, l'eau douce que j'ai rajoutée est venue diluer la concentration en sel. Donc la concentration en sel totale a diminué, mais les ratios qu'il y a entre les différents éléments restent le même. Parce qu'on n'a pas retiré des éléments de ce milieu. On les a juste dilués dans plus d'eau. Et donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça aussi qu'on a des variations à l'échelle de la planète. C'est que tout simplement, si on revient sur ça, eh bien les conditions de pluie, les conditions d'eau qui rentrent dans le milieu vont être complètement différentes. Exemple, ici, on a une salinité qui est plus faible que ceux à laquelle on s'attendrait. À votre avis, pourquoi? Effectivement, c'est l'Amazone. Et comme l'Amazone est un fleuve d'eau douce, il va venir diluer la salinité. Et c'est pour ça qu'on va avoir justement une salinité qui est plus faible ici. Tandis que ici, on est en plein milieu de l'Atlantique, dans une gyre océanique, donc vraiment un mouvement d'eau qui forme une sorte de tourbillon. Par contre, de l'autre côté, Pacifique, c'est quoi? C'est une gyre aussi. C'est la même chose ici, et là, c'est le même phénomène qui apparaît justement. C'est en fait les courants, plus la force de Coriolis, plus les continents, ont fait en sorte qu'il va y avoir une sorte d'énorme tourbillon à l'échelle de tout le bassin, qui va faire se concentrer l'eau au centre. Et ça fait en sorte que du coup, à ce milieu, il va y avoir un peu une sorte de condition un petit peu différente du reste, parce que l'eau qui est au centre va se retrouver un peu piégée, on va dire. Et avec la chaleur et avec le vent, ça va venir faire évaporer l'eau, donc ça concentre les sels, et donc la salinité est plus élevée. La zone faible en sel, sous le Panama, ici c'est certainement parce qu'il y a, tu vois ici qu'il y a une sorte de tracé comme ça, ici, et ça c'est très certainement l'effet des vents, qui vient aussi justement faire quelque chose à ce niveau-là. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, ici, je sais par exemple que ça ce sont des alizés, c'est un point qui est très très important. Je pense que ce sont des précipitations, c'est parce que c'est la pluie, c'est en partie la pluie qui vient justement diluer les sels. Je ne vais pas te dire de bêtises, parce qu'ici on est sur des valeurs qui sont moyennes, mais je pense qu'il y a une influence de la pluie, une influence aussi de l'eau qui vient là, et le fait que les vents viennent pousser l'eau, donc qu'il y a justement aussi une dilution des sels de ce côté-là. Ça, si vous voyez aussi cette partie-là, c'est quelque chose qui pourrait vous rappeler quelque chose quand vous entendez parler de El Niño et la Niña. Et ça, on en parlera dans un autre stream parce que ce n'est pas le sujet. Mais gardez ça en tête, on en parlera un petit peu. Donc vous voyez quand même, à l'échelle de la Terre, il y a quand même pas mal de variations en termes de salinité. Donc nous, ici, on se retrouve dans une eau qui est quand même relativement salée. Comme je vous l'ai montré ici, vous allez avoir des endroits où il va y avoir dilution de l'eau. Ça, c'est si on part du principe que l'eau qu'on va trouver dans la Terre, ici, est une eau qui est douce. Hein? Ceci étant dit, il y a quand même quelque chose que je dois noter, parce que Ernest a un petit peu bougé sur Sea of Thieves depuis un petit bout de temps, et il s'est rendu compte que l'eau que vous prenez ici, ou l'eau que vous prenez dans la mer, va avoir la possibilité de nourrir les plantes de la même façon. Et ça, c'est assez intéressant, parce que dans la vie réelle, si vous mettez de l'eau salée dans votre bégonia, il va pas vraiment aimer. Il va pas vraiment aimer. Parce que le sel, l'excès de sel que vous allez mettre dans votre milieu, lui, il va pas tolérer ça et il va probablement mourir. Donc, il aime pas vraiment ça. Donc, à partir de là, il y a deux choses qu'on peut se dire. Soit on est dans un milieu qui n'a que de l'eau salée partout et où la vie fait en sorte que ils ont trouvé une façon de gérer le sel et on s'en fiche. Pareil pour nous qui buvons de l'eau, nous humbles pirates. Soit ça veut tout simplement dire que l'eau est douce partout et that's it. Parce qu'il y a quand même ce point-là qui est assez embêtant. Donc, soit tout est salé, soit tout est doux. Mais il y a aussi une autre possibilité qui est que, comme on est dans un jeu, les développeurs ne sont pas allés aussi loin dans cette réflexion. Sauf que moi, j'ai envie de me poser cette réflexion parce que, dans ce cas-là, on est dans une impasse. Donc moi, ce que je pense, dans ce milieu-là, c'est que on est dans de l'eau qui est salée, on est d'accord. On est dans un milieu qui est salé, comme on a pu le voir avec la carte tout à l'heure. Donc, on sait que l'étendue d'eau que nous avons ici est de l'eau salée. Bon. Nous savons aussi que sur Sea of Thieves, il y a des tempêtes. Tempêtes qui, je pense, se trouvent à peu près là-bas. Je sais pas si... Ah non, elle est là, regardez. Nous avons des tempêtes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la pluie. Et la pluie,
c'est de l'eau douce. Parce que la pluie, c'est juste de l'eau qui s'est évaporée, donc sans les sels, qui ont formé des nuages, et à un moment, ça retombe pour faire un cycle. Donc, ce qui veut dire que dans ce monde de Sea of Thieves, nous avons à la fois de l'eau douce et de l'eau salée. Donc, si on en suit le cycle de l'eau, ça voudrait dire que ce que nous avons là, déjà là, il y a de l'argent, ça c'est bien. Merci pour l'argent. Ce que nous avons là, c'est de l'eau douce. Parce que l'eau douce s'est accumulée justement sur les îles pour venir se déverser ensuite dans les eaux marines. Donc, et je suis d'accord avec toi, Émerion, mon hypothèse, c'est que le cycle de l'eau reste le même que dans le monde que nous avons, parce que c'est cohérent avec les observations que nous avons, mais les plantes qu'il y a sur Sea of Thieves ont une adaptation au sel. C'est la seule explication qui font que cette observation, ça fonctionne. C'est la seule chose. Ça veut dire que les plantes ont un mécanisme d'adaptation au sel. Donc ça, gardez ça en tête parce qu'on va en reparler quand nous aurons le stream justement sur les plantes. Ça viendra un petit peu après. Et vous voyez, c'est un peu ce genre d'observation que j'ai envie de faire dans Sea of Thieves, c'est de voir à quel point l'écosystème serait vraisemblable avec les observations scientifiques. Donc nous avons une observation qui est qu'il y a de l'eau douce et de l'eau salée dans ce monde. Nous avons une autre observation qui est que les plantes survivent alors qu'on leur met de l'eau salée sur la tête. Chose qui est contraire avec les autres observations que nous avons dans la vie réelle, qui est que si vous mettez du sel, de l'eau salée sur une plante, elle meurt. Donc la conclusion logique est que les plantes de Sea of Thieves ont un métabolisme différent que les plantes que nous avons dans la vie réelle. Voilà, démarche scientifique, tout simplement. Merci, au revoir. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer sur ce point-là, sur le fait que effectivement on a des observations et on a une conclusion qui peut être logique selon la démarche scientifique. Après, je tiens à mettre quand même un petit disclaimer sur le fait que nous avons ici des outils qui sont limités, dans le sens que nous avons devant nous que des outils de déduction faits à base d'observations visuelles, parce que nous ne sommes pas dans le jeu, donc nous ne pouvons pas goûter l'eau, on ne peut pas faire d'analyse de l'eau de ce côté-là parce que c'est des pixels. Donc si on ne peut pas aller plus loin, bah, on est obligé de rester sur les autres sens qui sont la vue et on écoute évidemment, mais c'est pas le but. Donc moi je pense que c'est la solution qu'on a pour l'instant là-dessus. Mais vous allez me dire, mon cher Gwell, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a que des sels dans l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas un peu autre chose aussi? Parce que je vous ai montré un petit graphique tout à l'heure qui montrait que dans 1 kg d'eau, on avait 33,5% pour 1000 de sel et le reste en eau. Et c'est pas tout à fait vrai, je vous ai menti. Je vous ai menti, mesdames et messieurs, parce que il y a autre chose dans l'eau. Si on compte pas tout ce qui est particulaire. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, si vous avez un poisson par exemple, un poisson ce n'est pas dissous, c'est en particule, c'est en suspension, parce que le poisson a gardé sa forme. Il n'est pas dissous, il ne s'est pas déformé pour former comme un petit grain de sel qui vient se mettre en solution dans l'eau. Non, vous avez toujours votre poisson. Donc ça veut dire qu'il est en suspension, il n'est pas dissous. Il y a une différence très importante à faire là-dessus. Donc rappelez-vous, en suspension, ou le plancton par exemple, c'est un poisson, c'est quelque chose qui ne perd pas sa forme lorsqu'il est dans l'eau, c'est vous. Mettons, vous allez faire une petite baignade dans la mer, vous êtes en suspension, vous ne perdez pas votre forme, vous ne perdez pas votre intégrité pour être dissous dans l'eau. Ça non. Ou alors ça se saurait, que quelqu'un en serait dans la merde. Des fois il y a des hydrocarbures. Exactement, par exemple il y a des hydrocarbures qui eux sont sous forme dissoute. Sauf que là on est dans SOT, donc on va considérer que, dans Sea of Thieves, donc on va considérer qu'il n'y a pas d'hydrocarbures. C'est pas tout à fait vrai, on est d'accord. Mais on va simplifier la chose, et on va dire qu'il n'y a pas d'hydrocarbures dans SOT. En tout cas des hydrocarbures d'origine anthropique, il n'y a pas de pétrole et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans l'eau de mer à votre avis? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si on met de côté les molécules d'eau, si on met de côté les sels minéraux, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les micro-organismes, oui, mais sauf que là, on parle en forme particulière. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir en forme dissoute? Et je pense que, Émerion, tu as la réponse. Il y a des gaz. Et oui, l'eau de mer
est un mélange dans lequel il peut y avoir aussi des gaz qui sont sous forme dissoute. Et vous allez me dire, mais attendez. Des gaz qui sont dissous dans l'eau, mais comment c'est possible? Eh bien, je vais vous répondre d'une façon très simple. C'est parce que l'atmosphère. Je vous ai parlé tout à l'heure que nous étions ici sur une zone d'interface. Aïe. Nous sommes ici sur une zone d'interface. C'est-à-dire qu'il y a des échanges qui se font entre le milieu terrestre, ici, et le milieu marin. Nous avons des éléments du milieu terrestre qui viennent dans l'eau. Nous avons des éléments de l'eau qui viennent sur le milieu terrestre. Jusque-là, on est assez d'accord. Pensez vraiment que ici, vous avez du sable. Eh bien, le sable va être salé par l'eau. Donc, il va y avoir une introduction de sel dans le milieu qui va venir se mettre dans tout le reste, etc. Tandis que, comme on a pu le voir ici, il y a de l'eau douce qui vient dans le compartiment marin, qui vient justement diluer les sels. Sauf que on a oublié quelque chose de très important. On est où, nous? Ici, on est dans le milieu aérien. Et oui, on est dans le milieu aérien. Ce qui veut dire que, bah oui, l'eau que vous avez là est en contact avec un autre milieu, un autre système qui est l'atmosphère. Donc vous avez votre bloc ici qui est l'eau de mer. En lien avec le terrestre, il y a des échanges des deux côtés. Et au-dessus de ça, vous avez l'atmosphère. Il y a des échanges entre les deux côtés. Et ce sont des gaz. Et pourquoi est-ce qu'il y a des échanges? C'est parce que les concentrations en éléments ne sont pas les mêmes. Et je vous avais dit lors d'un précédent live que la nature déteste le déséquilibre. Que quand vous avez un déséquilibre dans la nature, il va toujours y avoir quelque chose pour apporter un équilibre. Exemple avec les vents et avec les courants que nous avions vus lors du premier live, s'il y a un excès de chaleur à un endroit et un déficit de chaleur, il va y avoir du vent qui va se former entre les deux pour apporter l'excès là où il y a déficit et avoir justement un équilibrage. Et c'est ça qui est le moteur des vents. Donc, si vous posez cette question-là avec des éléments chimiques, mettons par exemple que dans l'eau, vous avez un milieu ici qui n'a pas, mettons par exemple, d'azote. Azote qui est le N, l'élément N. Si vous n'avez pas d'azote, mais que dans l'atmosphère, vous avez beaucoup d'azote, parce que je rappelle que l'air que nous respirons est constitué à peu près 75% d'azote. Et bien dans ce cas-là, la nature va faire en sorte qu'il va y avoir un équilibrage entre les deux, et que le gaz dans l'atmosphère va venir se mettre dans l'eau sous forme dissoute pour équilibrer justement, et qu'il y ait suffisamment d'azote dans les deux compartiments. Eh bien, c'est tout simplement parce que... Keg. Non, je parle pas de ces échanges-là. Oh, il cherche à communiquer. Oui, mais là, c'était une communication un peu agressive, on va pas se mentir. Donc, je disais, nous avons donc un équilibrage qui se fait entre l'atmosphère et l'océan. Et il y a un mot qui est très important quand on parle de gaz, qui est la pression partielle. Pression partielle, c'est tout simplement la quantité de gaz dans un milieu. On va schématiser très simplement. C'est comme une concentration dans un liquide, mais pour un gaz. Je sais que cette définition que je viens de vous dire est fausse. Chèche, ne fais pas une apoplexie, s'il te plaît. C'est juste que pour simplifier l'exercice, on va rester sur ça. Ok? Donc, c'est une concentration de gaz. Et il se trouve que la pression partielle que vous avez dans l'atmosphère ne va pas être la même pour un même gaz que la pression partielle dans l'océan. Ce qui veut dire que si vous avez une plus grande concentration de gaz dans un milieu et une plus faible concentration dans un autre milieu, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un transfert de ce gaz entre les deux milieux pour combler le déficit et faire que vous ayez un équilibre. Et c'est pour ça que les gaz de l'atmosphère viennent se dissoudre dans l'océan. Et c'est pour ça que dans le mélange d'eau de mer que vous avez, vous allez avoir ce qu'on appelle donc des gaz dissous. Donc, si vous me suivez, quel gaz devrait se trouver dissous dans l'océan? Vous avez à peu près 3 gaz majeurs qui peuvent être justement notés, mais d'après vous, lesquels peuvent se retrouver dans l'océan? Le CO2, tout à fait, exactement, le gaz carbonique, il y aura du CO2, de l'O2, de l'oxygène, du dioxygène pour être exact, et de l'azote, effectivement, l'azote, le N2, le diazote exactement, parce que dans l'atmosphère, ce sont les 3 gaz principaux que nous avons, que nous respirons. Le N2 à peu près à 78%, le dioxygène, donc diazote, dioxygène, qui lui est à peu près à 28%, quelque chose comme ça, et le reste, c'est-à-dire 0,001% je crois, c'est du CO2, du dioxyde de carbone. Et l'ensemble de ces 3 gaz correspond à l'air que nous respirons. Donc,
on va retrouver ces 3 gaz, et ceux qui sont aussi en minoritaire, comme l'ozone, des choses comme ça, dans l'océan. Donc, dans l'eau, vous allez avoir des mélanges qui vont avoir justement des impacts assez importants, parce que vous êtes conscient que les gaz qui vont être justement dans l'eau ne vont pas rester inertes. Ce que j'entends par inerte, ça veut dire qu'ils ne vont pas interagir avec autre chose. C'est par exemple le cas de par exemple, qu'est-ce que j'ai en tête? L'hélium. L'hélium est un gaz qui est inerte. Il n'interagit avec presque rien. Donc il est appelé d'inerte. Sauf que l'oxygène et tout ça, c'est pas inerte du tout. Au contraire. L'azote, le carbone et l'oxygène sont 3 éléments qui sont extrêmement réactifs. Et ils vont être mis dans tout un tas de réactions. Regardez par exemple un petit peu ça. Si on parle de l'azote par exemple. L'azote, je vais vous montrer tout un tas de trucs. Alors je vais pas aller dans le détail. Ne faites pas de crise d'apoplexie, ce n'est pas de la biochimie, tout ça. Oh lélé, on se calme. On se calme. Ce que je veux vous montrer ici, c'est tout simplement que vous avez le N2, le diazote, ici, avec la flèche bleue qui représentent justement les échanges entre l'eau et l'atmosphère. C'est des échanges qui vont dans les 2 sens, parce qu'en fonction de la localisation et en fonction de tout un tas de conditions, eh bien, on peut être une source, donc c'est-à-dire recevoir, ou une source émettre, ou un puits recevoir. Ça dépend vraiment des choses. Donc il y a des équilibres qui sont donc dans les 2 sens. Donc le N2 que vous avez ici, le diazote, va se retrouver sous forme soluble dans l'eau, et il va être capté par certaines bactéries, certaines cyanobactéries, certaines bactéries, qui vont le transformer en ammonium, avec la fixation justement, et d'autres bactéries vont le transformer en nitrate et en nitrite, avec la nitrification. Et c'est les 2 choses dont je vais parler, tout le reste j'en parle pas, parce que la nitrate et les nitrites, ce sont des éléments qui sont des nutriments, qui vont servir pour la photosynthèse du phytoplancton, notamment qui va permettre à toute la chaîne alimentaire de survivre. Donc pour avoir du nitrate, il faut passer par de l'ammonium et il faut passer par la fixation d'oxygène. Et ça, c'est hyper important. Du coup, le diazote que vous avez là, le N2, lui, il n'est pas utilisable par la biologie. Ce qui veut dire que l'azote de ce gaz n'est pas utilisable. Il faut absolument qu'il soit fixé par des bactéries pour ensuite être utilisable sous une autre façon. Pourquoi? Parce que le N2, c'est une liaison extrêmement forte entre 2 atomes d'azote. Et cette liaison est tellement forte qu'elle ne peut pas être utilisée pour faire d'autres métabolismes. Il faut que certaines bactéries viennent justement casser cette liaison avec une réaction chimique qui est quand même assez rare dans le milieu, pour le mettre avec des atomes d'oxygène ou des atomes d'hydrogène, pour justement qu'il soit utilisable ailleurs. Donc pour l'azote, vous avez justement une des sources de l'azote qui est la dissolution du diazote de l'atmosphère, qui va être utilisée par des bactéries pour être utilisée ensuite pour se transformer en nitrate. Vous n'avez pas que ça, mais c'est une source quand même assez importante d'azote dans l'eau. Ici, vous avez un profil. Alors, encore une fois, ne tombez pas de votre chaise, c'est juste un graphe, vous inquiétez pas. Ce que vous avez, c'est la profondeur. Ici, vous avez la profondeur. Donc, si vous êtes en haut du graphe, vous êtes en surface. Si vous êtes en bas du graphe, vous êtes en profondeur. Et en bleu, ça correspond à la variation de nitrate, la concentration en nitrate, depuis la surface jusqu'à la profondeur. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que en surface, vous avez moins de nitrate qu'en profondeur. À votre avis, pourquoi? Avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qui ferait que nous avons moins de nitrate en surface qu'en profondeur? À votre avis? On se rappelle que les nitrates sont sous forme dissoute. Donc ils ne sédimentent pas. Ils sont dissous. C'est pas une particule, parce que je réexplique ça. Si vous êtes en solution, c'est que vous êtes répartis de façon homogène dans la structure moléculaire de votre solvant. Donc la gravité ne va pas être une composante importante parce que justement vous êtes dans le milieu. Si vous êtes en suspension, par contre, c'est que vous n'êtes pas dissous, donc vous allez tomber. Parce qu'en surface, il y a des échanges avec l'air. Non, c'est pas ça non plus. Parce que si c'était... Enfin, ça fait aussi en sorte que en surface, on ait justement de l'azote. Mais on devrait en avoir plus, puisqu'il y a des échanges. Puisqu'il y a des entrées d'azote. On devrait en avoir plus. Qu'est-ce qui ferait que, ici en surface, il y a justement cette diminution de l'azote et qu'en profondeur, il y en a plus? Je reviens sur ce petit graphe. Normalement, vous devriez avoir un truc qui pourrait vous sauter aux yeux. Parce qu'ils sont métabolisés par des organismes. Exactement. C'est exactement ça. C'est la photosynthèse. C'est la photosynthèse, tout simplement.
La photosynthèse vient justement capter l'azote, entre autres, pour former justement du métabolisme. Donc s'il y a de la photosynthèse, il y aura moins d'azote puisqu'elle est captée par les organismes. Il y a donc moins d'azote. Sauf que si vous êtes en profondeur, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de photosynthèse. Donc il n'y a plus de consommation des nitrates. Ce qui fait que vous avez une concentration en nitrate qui est à peu près identique le long du gradient de profondeur parce que en fait il n'est pas utilisé, tout simplement. Donc c'est exactement ça, c'est en fait la photosynthèse et l'activité biologique qui viennent justement prendre l'azote en surface, et comme il n'y a plus de photosynthèse en profondeur, plus de problème. Tout simplement. Gardez ça en tête parce que ça va être un petit peu pareil pour le reste. Donc ça c'était pour le diazote. Et on se rappelle, on a 3 autres gaz. On a aussi le dioxygène et on a le carbone. Je vais terminer par le carbone juste après. Mais si on revient un petit peu sur l'oxygène. L'oxygène, on est en surface. Donc il y a une dissolution du O2, du dioxygène, dans l'océan. Et vous voyez, ici, ça c'est un graphe que vous allez avoir justement, pareil, ce qu'on appelle un profil de la concentration d'oxygène le long de la profondeur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur ce graphe, on a 2 courbes. Une pour le Pacifique et une pour l'Atlantique. Vous voyez qu'au niveau de la surface, ici, on est sur quelque chose qui est à peu près équivalent, ok, qu'il y a un minimum d'oxygène, ce qu'on appelle la Oxygen Minimum Layer, qui est la couche minimum d'oxygène. Donc c'est là où il y a la plus petite concentration d'oxygène, justement à peu près à entre 500 et 1000 mètres. Puis après, ça remonte pour atteindre quelque chose d'à peu près constant en profondeur. Et vous voyez qu'en majorité, il y a plus d'oxygène dans les eaux atlantiques que dans les eaux pacifiques. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a une diminution de l'oxygène avec la profondeur comme ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a plus d'oxygène en surface qu'en profondeur? Question à 2 points, parce que celle-là, elle est facile. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a en surface qu'il n'y a pas en profondeur? Le soleil? Oui, il y a le soleil. Et donc, la photosynthèse? Et non, il y a des échanges avec l'air, certes, mais il y a la photosynthèse. Et le soleil fait en sorte que les organismes photosynthétiques ont l'énergie nécessaire pour produire du dioxygène à partir de CO2. Et ça, c'est hyper intéressant parce que là, dans ce cas-là, nous avons de la biologie qui produit un gaz, l'O2, qui vient se dissoudre dans l'eau. Donc, dans le cas de l'eau, du dioxygène et du dioxyde de carbone, eh bien, on n'a pas que la dissolution depuis l'atmosphère, on a aussi la production biologique qui vient de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'oxygène en surface, c'est parce qu'il y a juste production d'oxygène. Mais à la fin, forcément, ici, à l'oxygène minimum layer, là, on est trop profond pour qu'il y ait production d'oxygène, donc il y a consommation d'oxygène, et donc il y en a moins. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a en profondeur? Eh bien ça, c'est un phénomène que nous avons vu lors du premier live, et ça s'appelle la circulation thermohaline, mesdames et messieurs. Alors, encore une fois, ne faites pas de syncope. Circulation thermohaline, c'est tout simplement la circulation de l'eau, les courants, qui sont dus aux différences de température et de salinité. Tout simplement. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce que dans les eaux profondes, il y a des eaux qui sont oxygénées et qui ont fait un trajet depuis la surface. C'est un petit peu complexe à voir avec les mains, bien sûr, mais en gros, vous avez un endroit de la Terre, formation d'eau profonde, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'eau qui va plonger parce qu'elle est plus dense. Plus dense, ça veut dire qu'elle est plus froide et qu'elle est plus salée. Donc elle va tomber. Sauf que cette eau, elle a été mise en surface, donc elle a été oxygénée par la photosynthèse, par l'atmosphère, et elle va garder cet oxygène pendant qu'elle va descendre. Sauf que, comme elle est descendue, eh bien forcément, elle est en profondeur, donc il n'y a pas de consommation d'oxygène. Ce qui fait que les eaux profondes sont en général très oxygénées. Quand je dis très oxygénées, c'est-à-dire quand même assez élevées de ce côté-là. Et pourquoi est-ce qu'en Atlantique, les eaux sont plus oxygénées que dans le Pacifique? Parce que tout simplement, la zone de formation de ces eaux profondes se trouve en grande partie en Atlantique. Ce qui veut dire que les eaux que vous allez trouver dans le fond de l'Atlantique sont des eaux qui sont jeunes. Quand on dit jeunes, c'est quelques centaines d'années, quelques milliers d'années. Hein, ça va, on est quand même dans des échelles géologiques. Donc, les eaux plus jeunes, ça veut dire qu'il y a eu très peu de consommation en général de l'oxygène qui était présent. Tandis que le Pacifique, les eaux du Pacifique sont des eaux qui sont vieilles parce qu'elles ont fait tout le tour de la planète avant de se retrouver au fond du Pacifique.
Ce qui veut dire qu'il y a eu une consommation de l'oxygène petit à petit, parce que mine de rien, il y a quand même une petite consommation d'oxygène par les bactéries. Ce qui veut dire qu'il y a moins d'oxygène dans ces eaux, parce qu'elles sont plus vieilles. Et c'est pour ça qu'on voit ça sur ce graphique. Donc, en surface, et de façon moyenne, on considère que des eaux qu'on appelle bien oxygénées se trouvent à peu près à 8 mg de dioxygène par litre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en général, forcément, des eaux oxygénées, ça va être très important pour la biologie. Parce que si vous avez des poissons, ils consomment aussi de l'oxygène, ces petits poissons-là. Donc, si vous avez des eaux qui sont sans oxygène, bah, ils vont mourir parce qu'ils ne pourront pas respirer. On est sous l'eau, mais ils respirent quand même. Leurs branchies viennent justement extraire ce dioxygène pour leur métabolisme. Sauf que s'il n'y a pas d'oxygène, bah on est dans la merde, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle de l'anoxie. Des eaux qui n'ont plus d'oxygène sont des eaux anoxiques. Anoxiques, sans oxygène. Et des eaux comme ça, c'est des eaux qui ne peuvent pas tenir la biologie. Et on parle de zones anoxiques lorsqu'il y a moins de 2 mg de dioxygène, ou 3 mg, ça dépend des auteurs, par litre. Donc en dessous de ça, la biologie n'est pas capable, en tout cas les poissons, les crevettes, tous les invertébrés, tout ça, ne sont pas capables d'avoir suffisamment d'oxygène pour survivre. Donc ils vont éviter ces zones, évidemment. Donc vous voyez par exemple que dans le Pacifique, le fond marin pacifique, qui reçoit ces eaux profondes, va avoir donc un problème un petit peu anoxique, parce que l'oxygène qui va être présent pour oxygéner les espèces qui vivent sur le fond marin, bah, ça va être un enjeu. Sauf que c'est un enjeu, mais elles sont adaptées à des environnements comme ça. Et bien les trucs qui vivent dans ces zones riches en soufre. Ouais, et c'est vrai qu'il y a aussi, ça c'est encore autre chose. C'est que là tu parles d'organismes qui vont se trouver dans des zones, des fumeurs noirs, des sources hydrothermales. Ça c'est encore autre chose parce que le métabolisme est très différent. Mais ça, encore une fois, on en reparlera dans un autre live, parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu de fumeur noir. Donc, là on parlait d'oxygène. Donc gardez bien en tête que l'oxygène est nécessaire pour les organismes, pour qu'ils vivent, et que vous allez avoir justement production d'oxygène avec la photosynthèse, en surface, mais qu'il va y en avoir plus du tout en profondeur, et ça du coup ça fait en sorte que les eaux justement vont avoir ce genre de profil là, avec un minimum d'oxygène à une certaine profondeur, et il va augmenter après parce que ce sont justement les eaux oxygénées profondes qui viennent justement à cet endroit là. Voilà. Les zones volcaniques et zones de plaques tectoniques de mémoire, c'est exactement ça. Tout à fait. Et je vous recommande d'aller voir la VOD sur l'étape 2 sur la géologie, on a parlé justement de volcanisme, c'était passionnant. Et le dernier petit gaz dont j'ai envie de vous parler, c'est évidemment le CO2. Évidemment le CO2, bien sûr. Le CO2, donc le dioxyde de carbone, 2 atomes d'oxygène pour 1 atome de carbone. Le fameux CO2 dont nous parlons souvent, qui est en lien avec les activités humaines, l'effet de serre, tout ça, évidemment. Eh bien, ce CO2 est présent de façon naturelle, hein, c'est juste les activités humaines qui augmentent sa concentration. Et le CO2 va venir, comme les autres gaz, se dissoudre dans l'eau, parce qu'il y a moins de CO2 dans l'eau que dans l'atmosphère. La pression partielle est plus faible dans l'eau que dans l'atmosphère. Alors, est-ce que c'est dû aux sels minéraux présents dans l'eau que la lumière n'arrive pas dans les grandes profondeurs? Ah, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question, et c'est une partie justement des éléments qui absorbent l'énergie lumineuse. Il n'y a pas que ça, parce que c'est sûr que quand tu mets de l'eau douce, tu vas pouvoir avoir une pénétration de l'eau qui est très importante, mais à un moment, tu vas plus voir cette eau. En fait, les sels minéraux vont avoir une absorption justement de la lumière, mais beaucoup moindre par rapport aux particules. C'est ça qui est important justement, c'est que ce qui fait que tu perds de l'énergie lumineuse, c'est parce que ton énergie lumineuse est absorbée par les particules qui sont présentes en suspension dans l'eau, donc qui ne sont pas dissoutes. Exemple, la matière organique, le phytoplancton, le zooplancton, tout ça. Tout ça va venir justement aussi capter une partie de la lumière, surtout le phytoplancton, et la matière organique. Ce qui fait que quand tu as une eau marine avec beaucoup de matière organique, par exemple, tu es dans l'Amazone, par exemple, tu es au niveau de l'Amazone, tu as de l'eau qui est extrêmement turbide, qui est très très marron, justement, qui a beaucoup de terre et tout ça, beaucoup de matière organique, et ben tu vas voir très peu, parce que justement toute la lumière qui rentre dans l'eau est absorbée par ces matières-là. Tandis que si tu es dans la mer des Sargasses ou dans les Caraïbes, des eaux qui sont ce qu'on appelle très oligotrophes, donc avec très peu de matière organique, et ben la lumière va venir pénétrer très profondément dans l'eau et tu vas pouvoir voir très très loin sous l'eau. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière organique. Donc c'est surtout la matière en suspension qui vient justement capter cette énergie lumineuse, plutôt que les matières dissoutes. Il y a un lien évident là-dessus, c'est sûr,
mais moins que les particules. Donc revenons à notre gaz carbonique. Ici, je vous ai présenté des petites équations. Pourquoi? Parce que vous saurez que le gaz carbonique, lorsqu'il vient être dissous dans l'eau, est très peu inerte, dans le sens où tout de suite, il va venir interagir avec les molécules d'eau que vous avez ici. Il va venir justement avoir une réaction chimique qui va créer de l'acide carbonique, H2CO3, et très rapidement, il va former du bicarbonate et des ions carbonates. Donc il va perdre du H+, donc des ions hydrogène. Ça, c'est une réaction qui est quand même assez rapide et qui fait que, en termes de pression partielle, vous allez avoir très peu de CO2 qui est dissous. Parce que tout de suite, il va être pris pour faire des ions bicarbonate. Ce qui veut dire qu'avec cette réaction-là, qui est quand même très très active, vous allez avoir encore plus de dissolution de CO2 dans l'eau, parce qu'il y en a très peu dans l'eau. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de boucle comme ça qui se faisait, une sorte d'emballement de votre système, parce que le moteur de base, c'est qu'il n'y a pas assez de CO2 dans l'eau, donc l'atmosphère du CO2 vient dans l'atmosphère, sauf que ce CO2-là, il est pris tout de suite pour être transformé en bicarbonate, donc il n'y en a plus ici, donc il y en a encore plus qui est dissous, pour ensuite repartir là-dessus. Ce qui veut dire que cette réaction est très 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 rapide, et elle est très courante. Donc c'est pour ça que si vous regardez normalement avec les pressions partielles, normalement, en tout cas en théorie, il ne devrait pas y avoir autant de CO2 dans l'eau si on s'intéresse juste qu'à la dissolution en termes de pression partielle. Mais comme il y a une réaction chimique qui vient justement enlever ce CO2 dissous dans l'eau, eh bien ça emballe encore plus le système et on est à des niveaux qui sont même 50 à 60 fois plus importants que ce que prévoit seulement l'équation avec la pression partielle. Juste avec cette simple réaction-là, pour vous dire. Et c'est aussi intéressant cette réaction parce que ce que vous avez ici, vous avez formation d'ions hydrogène. Et les ions hydrogène, ça a un lien avec quoi? C'est effectivement un puits de carbone et menacé effectivement par le changement climatique, tout à fait. Parce que si vous mettez plus de CO2 dans votre milieu, ça veut dire que la différence que vous avez entre l'atmosphère et l'océan est moindre, donc il y a moins de dissolution. C'est donc embêtant. Donc, comme l'a dit Émerion, ça va avoir un lien avec le pH, de potentiel hydrogène. En fait, le pH, c'est tout simplement la concentration en ions hydrogène que vous avez dans un liquide. Donc plus vous avez d'ions hydrogène, plus vous allez avoir un pH élevé. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'en dissolvant du carbone dans votre eau, vous allez acidifier votre milieu, parce que vous allez rajouter des ions hydrogène dans votre milieu. Et ça peut avoir tout un tas d'applications, parce que du coup, plus vous avez de dioxygène dans l'atmosphère, plus vous allez avoir de dioxygène qui se dissout, plus vous allez avoir d'ions qui se créent, et donc plus le pH va diminuer, donc c'est-à-dire devenir acide. À peu près, l'eau marine a un pH de 8,2 à peu près, donc c'est un peu plus basique que l'eau pure qui est à 7. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre pH de 8,2 et vous allez l'acidifier, donc diminuer son pH, avec justement plus de carbone qui vient dans l'océan. Et ça, c'est embêtant, parce que si vous acidifiez votre milieu, c'est-à-dire que plein de réactions qui sont liées au pH vont être complètement perturbées. Donc ça veut dire que, mettons par exemple, vous avez des coraux, et ça c'est très important. Les coraux, ils vont avoir une formation de leur structure corallienne qui nécessite des ions bicarbonate, qui nécessite du calcaire, tout ça. Plus le pH est bas, moins les coraux ont la possibilité de faire cette réaction-là. Donc c'est embêtant. Si vous avez plus de CO2 dans l'atmosphère, eh bien ça va impacter directement la formation du calcaire des coraux. Donc vous avez cette belle petite réaction. Mais ça veut dire quand même que dans l'eau, vous avez du CO2 sous forme dissoute, d'une certaine façon. Et si on regarde un petit peu les profils, justement, le profil, eh bien vous allez avoir très peu de CO2 à la surface, qui est justement apparu avec la dissolution du CO2 atmosphérique, et vous allez en avoir beaucoup plus en profondeur. Et pourquoi est-ce que vous en aurez en profondeur? Parce qu'il n'y a plus de photosynthèse. Et comme il n'y a plus de photosynthèse, les organismes, ils sont là, ils vont produire du CO2 avec leur métabolisme, qui vont respirer, ils vont émettre du CO2 dans l'eau. Du coup, ça veut dire que ça va augmenter sa concentration. Parce que comme il n'y a plus de photosynthèse qui consomme du CO2, eh bien il va juste y avoir production de CO2, donc augmentation de CO2 avec la profondeur, tout simplement. Et vous voyez que le Pacifique a plus de CO2 que l'Atlantique, parce que ce sont des eaux qui sont plus vieilles, qui ont eu la possibilité d'avoir plus de formation, de production de CO2 durant le temps de vie de la masse d'eau, que les eaux atlantiques qui sont plus jeunes.
Et du coup, comment se fait-il qu'il y a des zones mortes sans oxygène? Ah, excellente question, mon cher. Ce que dit Alain, les zones mortes, c'est un terme qui a été un petit peu utilisé par les journalistes pour parler de zones anoxiques, c'est-à-dire des zones qui n'ont plus d'oxygène suffisant pour permettre à la biologie de vivre, la biologie de respirer, tout simplement. Comment ça se fait? Eh bien, ça peut être dû à plein de choses. Il y a des zones anoxiques naturelles, ça existe, parce que c'est des endroits qui n'ont pas beaucoup de renouvellement d'eau, par exemple. Ce sont des zones où il va y avoir beaucoup de production bactérienne qui vont capter justement cet oxygène-là. Donc, c'est des endroits qui sont naturellement pauvres en oxygène. Ça existe. Il y a des espèces qui sont adaptées à ce genre d'environnement, mais c'est naturel. Tandis qu'il y a d'autres sortes d'anoxies qui sont des anoxies d'origine anthropique. Et ça, c'est plus embêtant, parce que l'anoxie anthropique, c'est des anoxies qui sont produites parce qu'il y a eu déversement de matière organique, par exemple, entre autres, donc des activités humaines qui ont donné de la matière organique dans l'océan. Cette matière organique a permis d'augmenter la production bactérienne des espèces, donc de capter justement, de prendre cette matière organique comme de la nourriture, finalement. Et avec leur métabolisme, elles ont produit du CO2, capté le dioxygène. Et en captant ce dioxygène, ça veut dire qu'il n'y en a plus dans le milieu, donc ça rend cette zone anoxique. Et ça, je vous parle de ça, mais c'est à des échelles de temps et de production qui sont quand même assez importantes. Donc c'est très variable. C'est des phénomènes qui sont très localisés, mais c'est des phénomènes qui existent. Donc il y a des parties naturelles, mais il y a aussi des anoxies d'origine anthropique. C'est ce qu'on peut trouver par exemple dans certaines zones de production où là, il va y avoir beaucoup de matière organique qui est produite par exemple avec l'agriculture, avec plein d'autres activités, qui va apporter de la matière organique, va venir justement encore plus favoriser le métabolisme bactérien et le métabolisme des autres espèces pour capter cet oxygène et voilà, il n'y en aura plus de disponible. Donc, a priori, dans SOT, dans Sea of Thieves, nous n'avons pas de zone anoxique. A priori. En tout cas, Ernest, quand il a sillonné la map, il n'en a pas vu. Ça, c'est sûr. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec justement ce que je vous ai montré, et rappelez-vous le fait que Sea of Thieves se trouve ici, dans cette partie-là. Hein, on peut dire que nous sommes dans l'océan Atlantique, une partie de l'océan Atlantique. Donc, les eaux que nous avons ici, en surface, sont des eaux qui sont justement très salées, parce qu'il fait très chaud, et parce que justement les courants font en sorte aussi que l'eau, justement, n'est pas forcément diluée. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui font que l'eau est très salée en surface. Et en profondeur, nous allons avoir des eaux, justement, qui sont jeunes, parce qu'elles ont été créées ici en Atlantique Nord, avec justement une concentration en oxygène importante et une concentration en CO2 assez faible comparativement au Pacifique. Et si on revient sur ce petit graphe, par exemple, on est à peu près ici, vous voyez, on est dans une zone où il fait très chaud, et on est entre 36 et 37, à peu près ici. Voilà. Et en plus de ça, en plus des sels dont je vous ai parlé, je rappelle que les sels dans l'eau, c'est tout un tas d'éléments qui sont sous forme ionique, dissoutes dans l'eau, donc en liaison avec l'eau, justement, le réseau hydrogène. Et majoritairement, il y a du chlore, du sodium, du magnésium, du soufre, du calcium et du potassium, et tout un tas, justement, de composants mineurs. Ça, c'est la salinité. Donc, on est dans un milieu quand même qui est relativement salé, avec une grande concentration en sel, où il fait très chaud. Et en plus de ça, en plus de ces sels, nous avons donc des gaz sous forme dissoute, qui sont le dioxygène, qui sont le diazote et le dioxyde de carbone. Ça, c'est tout ce qui présente justement notre eau dans Sea of Thieves. Donc si on revient justement dans notre écosystème, on va partir du principe, et encore une fois, là mon exercice, c'est de voir à quel point les écosystèmes de SOT sont vraisemblables. Donc ici, nous avons Ernest. C'est un être humain. Il respire. Ce qui veut dire que à partir de là, on peut observer que l'air qu'il respire doit être identique, enfin doit permettre en fait le métabolisme humain. Ce qui veut dire qu'on peut partir du principe que c'est le même air que nous respirons nous. Donc la composition chimique devrait être la même. Donc même taux d'azote, c'est-à-dire 78% de diazote, même taux de dioxygène, à peu près 22%, et le reste en CO2 et en autres gaz. Ce qui veut dire que, si on part de ce principe-là, il y va y avoir le même type de gaz qui vont être dissous
dans l'eau, parce qu'on était aussi parti du principe que c'était la même eau qui se trouvait dans notre milieu atlantique, près de la mer des Sargasses. Donc, on peut raisonnablement penser que dans SOT, il y a les mêmes phénomènes de dissolution de gaz qu'il y a dans notre vie véritable. Évidemment, ce sont ici que des hypothèses, il faudrait pouvoir les tester. Sauf que pour les tester, malheureusement, je n'ai pas de facilité de faire dans SOT parce qu'il nous faudrait des instruments pour pouvoir calculer la pression partielle des gaz dans l'eau et dans l'atmosphère. Nous n'avons pas ça dans SOT, donc c'est la seule hypothèse que nous pouvons faire ici. Et on va partir du principe que cette hypothèse est aussi valide, enfin, est valide, elle n'est pas validée, mais elle est valide parce que vous voyez qu'il y a aussi de la vie dans l'eau. Donc, cette vie-là consomme de l'oxygène, produit du CO2, donc a un même métabolisme que ce qu'on peut avoir chez nous. Voilà. Alors je pars loin, et même si officiellement il se trouve un peu plus au nord, SOT serait-il dans le triangle des Bermudes? Ben, on avait posé la question, je vais vous montrer où se trouve le triangle des Bermudes. Hop. Donc si vous regardez ici, ça c'est ce qui serait communément le triangle des Bermudes, qui se trouve entre justement l'île de Bermuda, ici, les Bermudes, la Floride et Puerto Rico. Ce qui veut dire que, a priori, effectivement, la réponse à ce que tu dis, docteur, c'est que effectivement nous serions dans l'extrémité sud du triangle des Bermudes. On est vraiment à la pointe de la pointe ici. Sea of Seas qui serait juste là. Parce que Puerto Rico, c'est à l'ouest de Sea of Seas, a priori, à l'ouest des îles Vierges britanniques. Donc, on est à la limite, on est juste un tout petit peu en dehors du triangle des Bermudes, mais on peut considérer qu'on est proche du triangle des Bermudes quand même, parce que on n'a pas d'idée de distance sur la carte qu'avait proposée Sea of Seas. Bah, on dit juste qu'on est au nord de la Isla Mosquito, mais il n'y a aucune indication justement de distance, à part Lower Bay, et il me semble que Lower Bay, c'est... Voilà, j'en sais rien. En tout cas, on est vraiment dans cette partie-là, donc on peut dire qu'on est dans le triangle des Bermudes d'une certaine façon. Ce qui voudrait expliquer aussi qu'on est dans cette partie un petit peu mystique de légende, un petit peu incomprise, bien sûr. Voilà! Écoutez, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur la chimie. Donc qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris qu'il y avait des molécules d'eau, il y avait des sels dissous dans l'eau, dus à la nature polaire des molécules d'eau, le fait que ce soit un dipôle avec un pôle plus, un pôle moins, qui viennent justement casser les sels pour qu'ils soient mis en solution. Donc entouré de charge moins lorsque c'est un ion plus, et entouré de charge plus lorsque c'est un ion moins. Donc il y a des sels minéraux, en particulier du Na et du Cl, du chlore et du sodium, mais tout aussi un tas d'autres choses. On a vu aussi qu'il y avait des gaz qui étaient dissous, notamment du CO2, du diazote et du dioxygène, et que ces gaz pouvaient être utilisés par la biologie pour différentes choses. Donc ça, c'est à peu près ce que j'avais envie de vous dire sur la chimie des océans, parce que en ayant ces bases-là, on peut ensuite se poser des questions sur comment est-ce que la chimie va impacter le reste des composantes de l'écosystème. Et sachez qu'on a fait un live sur la chimie, on a fait un live sur la géologie, on a fait un live sur le vent et les courants, donc la physique. Donc tout ça, on a une idée de ce qu'on appelle l'habitat, c'est-à-dire tout ce qui est abiotique, qui n'est pas relié à la biologie. Donc c'est comme si on avait structuré la maison, finalement. On avait une idée sur les murs, sur la position des meubles, la façon dont l'air circule dans la maison, la façon dont la maison reçoit de la nourriture aussi dans le frigo, toutes sortes de choses là. On a toutes ces informations sur l'habitat. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à parler de biologie. Et ça, c'est bien parce que la biologie, c'est la vie. Voilà. Donc on a fini le live numéro 3. Si vous avez des questions, avant que je vous dise au revoir, bien sûr, évidemment. Si vous avez des questions, bien sûr, que vous vous posez sur la chimie de Sea of Seas, sur même la chimie de l'océan, n'hésitez pas, on est là aussi pour y répondre, tout simplement, parce que bah, c'est le fun, la chimie. Et je suis peut-être pas chimiste, mais je suis écologue et je m'intéresse à ça pour mon travail, parce que la géologie, la chimie, la physique, ça va avoir un lien sur la façon dont les espèces vivent dans leur environnement et survivent dans leur environnement. Et tout ça, c'est hyper important pour décrire tout. Et ça va arriver dans les prochains lives du professeur Méduse